Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais m'adresser plus particulièrement aux tout jeunes parents et à tous ceux qui ont envie de les gâter. Et voilà, parce que on a souvent envie d'acheter plein d'objets pour la naissance d'un nouvel enfant, qu'on soit déjà parent ou pas. Et moi, je vais essayer de vous permettre de faire du tri dans tout ça et donc de vous faire gagner de l'argent pour éviter d'acheter des choses qui soient dangereuses et inutile ou juste inutile, mais en tout cas dangereux égale inutile, hein, on est bien d'accord. Donc voilà aujourd'hui l'objet de la vidéo, de ce temps passé avec vous. Je me suis beaucoup amusée à le faire parce que j'ai découvert des choses que je pensais même pas possible d'être vendues ou imaginées en fait. Voilà, on va les découvrir après. Je garde un peu de mystère quand même pour que vous restiez avec moi jusqu'au bout. J'ai choisi donc de vous présenter un maximum d'objets de puériculture qui étaient totalement inutiles à mes yeux, hein, ça reste toujours mon avis. Après, vous avez le droit d'avoir un avis différent, mais c'est mon avis et je vous dirai pourquoi à chaque fois que je vous présenterai un objet qui va apparaître là, normalement, pour que vous puissiez le visualiser. Des fois, on voit pas bien certaines choses, donc là, comme ça, au moins, vous aurez le visuel de l'objet en question et pourquoi est-ce qu'il est pas bien. Ça, je vous l'expliquerai en même temps en parallèle. Je les ai catégorisés en deux groupes parce que je vois sur beaucoup de sites, il n'y a que 5 objets inutiles ou peut-être une dizaine, mais pas tous ceux que moi j'ai vus qui étaient vraiment totalement inutiles. Et donc, avec ça, j'ai réussi à voir que tout compris, avec ces deux parties mélangées, j'arrivais à vous faire économiser entre 900 € à peu près, hein, à la louche, même peut-être un petit peu moins, mais déjà si c'est 600 € ou même 300 €, je peux vous dire que vous serez content. Entre 900 et presque 5000 €. Voilà, pour les mêmes objets, hein, on est bien d'accord. J'ai fait les montants min et les montants max et c'est hallucinant. Vous pouvez dépenser jusqu'à 5000 €. Alors, on est d'accord, ce sont des parents assez à l'aise, mais on est capable de dépenser des milliers d'euros dans des choses qui sont au final inutiles et je vais vous dire pourquoi par la suite. Avant, j'aimerais vous expliquer déjà qu'est-ce que ce sont ces objets et pourquoi ils existent. Donc, les objets de puériculture, ils sont là normalement pour nous aider à mieux prendre soin ou mieux occuper nos enfants. Et en fait, c'est souvent un effet marketing qu'ont les industriels qui produisent ces choses-là, puisque ils ne prennent pas tout en compte. Donc ils ne prennent pas la physiologie de l'enfant ni son développement psychomoteur et ils s'en arrêtent à est-ce que le parent en a besoin ou pas. Mais il faut aussi se poser les conséquences que ça a quand on l'utilise à la longue et au quotidien. Ça peut s'avérer dangereux. Il y a dans cette liste des objets qui sont interdits dans certains pays à la vente. Je vous en dirai plus donc après forcément. Et d'autres qui sont totalement inutiles, mais bon, voilà, ils sont quand même vendus parce qu'il y a des gens qui s'imaginent en avoir besoin. Et on peut s'imaginer avoir besoin de plein de trucs dans la société où on vit, parce qu'on est constamment envahi par les pubs, par les autres parents qui ont des choses autour de nous que nous, on peut envier. Donc c'est l'histoire notamment de la poussette qui n'a jamais trouvé preneur, sauf à partir du moment où la reine Victoria en Angleterre a commencé à l'utiliser à la fin du 19e siècle. Donc, imaginez-vous, c'est quand même tardif, hein. Avant ça, c'était extrêmement dangereux et ça l'était encore à l'époque. Donc voilà, c'est assez drôle de voir ce que les gens peuvent utiliser alors que ils pourraient faire totalement autrement. Personnellement, quand j'étais étudiante, donc voilà, en pédicurie, podologie notamment, donc, où j'ai fait 2 années, j'ai appris pendant ces 2 années à gagner du temps en prenant des habitudes. Et en effet, plus on prend des habitudes, plus on fait vite les choses en fait. Notre cerveau n'y pense même plus et c'est hop, c'est fait. Alors qu'au début, on pouvait prendre un quart d'heure pour le faire, en 5 minutes, c'est bâché avec les habitudes prises. Donc c'est en ça que je veux vous dire que
pour moi aussi, certains objets peuvent être inutiles par rapport à ça. Il suffit de prendre le temps de faire les choses et d'apprendre à le faire très rapidement et vous allez voir, ça va devenir un réflexe acquis, mais un réflexe quand même. Et donc, voilà, il y aura des objets qui s'avéreront totalement inutiles pour peu qu'on prenne le temps d'apprendre à prendre ses habitudes, en fait. Donc, voilà. Et puis, il faut savoir aussi que notre enfant, il n'a pas besoin d'être le centre du monde. Donc, vous n'avez pas besoin de vous occuper de lui en permanence. Par contre, ce qu'il adore, lui, c'est faire partie de la vôtre de vie. Notamment les premiers mois, parce qu'il n'est pas capable de distinguer qu'il est un être à part. Il fait partie de maman et donc il a besoin d'être avec maman. Donc, les premiers mois peuvent être compliqués. C'est pour ça que cette vidéo s'adresse plutôt aux parents des 0-1 an, hein, puisque les jeunes parents, c'est plutôt ça. Et ces objets s'adressent à des parents d'à peu près ces âges-là. Ça peut aller plus loin, mais voilà, c'est la majorité des objets s'adressent à ces parents-là, des parents d'enfants non marcheurs en gros. Et donc, voilà, l'utilité, en fait, je vais réussir à trouver mes mots. Des fois, je les perds. J'ai pas prévu quoi que ce soit pour la vidéo et du coup, je cherche mes mots. Comme en conférence, en fait, vous m'avez en direct, live, sauf que c'est enregistré, mais voilà. Et donc, l'intérêt, c'est de trouver comment occuper son enfant sans avoir à l'occuper, en fait. Donc, on n'a pas forcément besoin de jouets pour ça. Il suffit de l'inclure dans notre vie et vous allez voir, elle est assez riche, notre vie, pour l'intéresser à tout ce qui s'y passe, en fait. Et il est content comme ça. Donc, ça, c'est l'objet d'autres vidéos et de mes formations. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller en dessous et cliquer sur le lien pour rejoindre mon site et en savoir plus sur ces formations-là. Là, je vais me limiter parce que je pourrais parler pendant des heures de la petite enfance, du développement de l'enfant et de ses besoins. Et donc, j'ai réuni ça dans des formations. Donc, allez-y. Et en attendant, on va commencer notre liste, à dérouler cette liste. Donc j'ai commencé par les articles que j'ai nommés d'occupation de l'enfant. Les autres, ce seront les articles de soins. Je vous ai dit, j'ai catégorisé en deux parties. Donc plutôt une partie pour l'occupation et une autre pour les soins. Donc je commence par... Ça va apparaître ici, le Youpala, numéro 1 de ce qu'il ne faut pas acheter, et vraiment. Alors, il y a des dangers de chute très, très franches, et en plus de malposition physique. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas capable de se positionner dans cette posture. Je me répète, hein, excusez-moi, mais pas d'autres termes. Il n'est pas capable de prendre cette posture tout seul. Donc, on va éviter tout simplement de l'y mettre. Et il y a des associations qui militent pour que ce Youpala soit interdit à la vente, et si possible pas que lui, mais tous les objets qui permettent de mettre l'enfant debout alors qu'il n'est pas capable de s'y mettre tout seul. Que vous l'y mettiez en le tenant, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire qu'il est capable de s'y mettre tout seul. Donc s'il n'est pas capable de s'y mettre tout seul, on ne l'y met pas tout seul. Voilà, donc le Youpala, on oublie. Le Youpala, même l'étape d'activité debout, on oublie, il n'est pas capable. Posez-le au sol, faites-lui faire des joujoux, mettez-lui des joujoux autour, vous allez voir, il va s'amuser à découvrir ses capacités réelles et à pas les louper. Parce que le fait du Youpala, c'est qu'il peut sauter des étapes psychomotrices. Si on loupe des étapes au niveau psychomoteur, et ben après, pour les apprentissages, vous risquez d'avoir besoin d'aller voir un psychomotricien qui n'est pas remboursé. Donc voilà, ça peut être embêtant. Et en France, c'est remboursé, il y a beaucoup de choses qui sont remboursées. Dans les autres pays francophones, j'y connais rien. Donc imaginez-vous, vous achetez un objet en pensant que vous pensez utile et sympa pour votre enfant, et en fait, il risque... c'est vraiment un gros risque que vous prenez. Il y a un risque de chute avec ces Youpala et un risque de malposition sur tout l'appareil locomoteur, hein, vraiment, les pieds, les hanches, les genoux, le dos. Alors, imaginez-vous le reste. Donc, j'ai parlé des pieds dans une autre vidéo, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la posture. Voilà, vous pourrez aller voir là-dedans. Et dans mes formations aussi, j'en parle beaucoup plus intensément.
mais de manière légère aussi, pour que ce soit digeste. Donc, le Yupala, l'étape d'activité debout, on oublie, ça a un coût entre 20 et 100 euros quand même chacun. Donc, si vous avez en plus les deux, voilà, hein, on ne fait que cumuler. Ensuite, j'ai passé en deuxième position, j'ai placé la poussette, qui pour moi n'est vraiment pas utile. Vous avez des outils de portage qui remplacent vos bras, qui sont hyper utiles et physiologiques. Donc dès la naissance, hein, on oublie les gens qui vous disent faut attendre les 1 mois de l'enfant, c'est pas vrai. Par contre, il faut que l'outil de portage, donc le moyen de portage, le porte-bébé, soit adapté à votre bébé. À l'âge du bébé et à sa corpulence. Donc il y a des porte-bébés qui vendent des choses qui se mettent à l'intérieur. Je suis pas fanat, mais c'est comme ça. Ça aussi, j'en parle dans ma mini formation gratuite, bien choisir son porte-bébé. Donc là, vous pourrez avoir voilà, tout un panel de possibilités de porter votre enfant et de le trimballer partout sans galérer, quoi, vraiment. Alors oui, il y a certains porte-bébés où vous allez devoir un petit peu apprendre, mais après vous allez être totalement libre. La poussette, c'est l'enfer. Vous mettez 5 minutes à la déplier facile. Il faut la ranger dans le coffre. Quand vous êtes dans les transports en commun, c'est l'enfer parce que tout le monde vous en veut parce que vous prenez une place folle. Et en plus, c'est dangereux parce que s'il y a un mouvement de foule, la poussette, vous pouvez la perdre. Alors que le bébé, quand on l'a sur soi, on l'a sur soi et on ne tombe jamais sur son bébé. On met les mains devant, on met les mains derrière, et en général ça se voit un bébé qu'on porte, donc les gens font plus attention à nous. Alors que la poussette, c'est pas très pratique, et en plus c'est pas pratique, notamment par exemple dans les pentes ou dans les côtes, c'est hyper lourd. Vous prenez, je sais pas combien ça pèse une poussette, même la plus légère, mais vous prenez ça en plus dans les bras et dans le dos à pousser pour trimballer votre enfant. Vous ne lui apprenez pas le goût de l'effort à marcher, et donc c'est en ça que c'est un petit peu dommageable. Et il y a des secousses quand vous êtes sur des routes pavées. Alors je sais que vous y êtes pas tous les jours, mais voilà, et vous lui apprenez pas le goût de l'effort. Il est capable de marcher, il marchera pas aussi vite que vous, et encore, ça c'est à voir aussi. Il apprendra pas comme vous à voir les dangers de la rue. Alors qu'en marchant à vos côtés, il va vous mimer et il ne vous verra pas s'il est dans sa poussette. Donc apprendre à s'arrêter à un passage piéton, apprendre à s'arrêter au petit feu quand il est rouge pour nous et vert les petits feux pour les piétons, il ne saura pas marcher sur un trottoir parce qu'il ne vous aura pas vu faire. Enfin, j'en passe. Et au-delà de ça, il reste assis tout le temps. Donc, voilà, c'est pas non plus bon pour sa psychomotricité et ça peut être, moi je l'ai vécu, hélas, quand je gardais un enfant. J'ai été nounou assez jeune, j'ai fait beaucoup de babysitting, mais j'étais aussi nounou assez jeune, et en baladant ce petit chou qui est maintenant très grand, je l'ai fait tomber en poussette. Et oui, ça arrive, parce que la poussette elle est partie comme ça et j'ai pas pu la retenir. Et là, le bébé, il n'a aucun moyen de se protéger parce qu'il n'y avait rien pour le protéger. Et il était petit encore, le petit bout. Donc, vraiment pas cool. Il a rien eu, heureusement, mais en plus, il est tombé sur la rue. Donc, au niveau du passage piéton. Donc, même si c'était au niveau du passage piéton, il suffisait qu'une voiture arrive à ce moment-là et bim. Je sais plus comment j'ai fait. Je crois que les roues sont prises dans je sais pas quoi. Et du coup, ça a bloqué. Et je devais marcher trop vite et ça a bloqué, bim, c'est passé par là. Oui, ça existe aussi des accidents de poussette, bien plus que les accidents de porte-bébé. Quand vous apprenez à porter votre enfant, il n'y a pas de risque. Donc pareil, je vais vous mettre un lien en dessous pour la mini-formation sur bien choisir son porte-bébé, si vous voulez plus aller dans ce sens. Après, on a la balancelle, moi j'ai mis en 3e, la balancelle et les transats. Alors c'est tout ce qui permet à votre enfant d'être en position à peu près couchée sur un support en fait. Donc que ce soit les cocoons ou les cocons, je sais pas comment on les appelle, qui sont déjà préformés, les balancelles électriques, les transats, je les mets dans la même catégorie. Ils ne sont pas
obligatoire. Ça peut être utile en cas de RGO. Là, c'est vrai que si vous voulez poser votre enfant voilà, sur un plan incliné, ce sera mieux que sur une balancelle ou voilà. En fait, ces objets-là, les balancelles, les cocoons et les transats, ils empêchent le bébé d'aller sur les côtés, de rouler. Et donc, il va apprendre très tôt à rouler sur le côté. Donc, c'est un petit peu dommage à 6 mois d'être là-dedans parce qu'on n'apprend pas à rouler sur le côté et donc on n'est plus dans la cadence d'apprentissage psychomotrice normale. Un enfant qui bascule sur les côtés, c'est à peu près dans les 4 mois, il commence à le faire. Hein. Entre 4 et 6 mois, il apprend à le faire facilement. Donc si ça, il sait pas le faire à ce moment-là, la marche, elle en est d'autant retardée, ou alors il va devoir tout apprendre en même temps. Et il n'aura pas pratiqué assez longtemps pour que toutes les choses se mettent en place tranquillement, doucement et bien comme il faut. Donc, allez voir des psychomotriciens si vous ne me croyez pas, demandez-leur leur avis, demandez même. Alors, les pédiatres, ils sont un peu moins au fait. Je dirais plutôt les ostéos et les psychomotriciens sont beaucoup plus au fait. Les chiropracteurs, certainement aussi. Voilà. Et alors, voilà, c'est un avis parmi tant d'autres. Hein. Vous n'êtes pas obligé de me suivre, hein, loin s'en faut. Mais voilà, moi c'est ce que j'ai constaté aussi dans les lieux d'accueil enfants-parents. J'ai vu des enfants qui présentaient, et presque tous les bébés, sauf ceux qui étaient en motricité libre constamment, présentaient des retards au niveau psychomoteur. Alors, on se calme, voilà, je dis pas que c'est le cas pour tous, mais je l'ai constaté et à chaque fois c'était des enfants qui étaient mis souvent en transat, souvent assis alors qu'ils ne savaient pas s'asseoir, voilà, donc on fait attention à ça et on garde ces choses-là pour vraiment des cas extrêmes où vraiment on peut pas faire autrement. Et j'en connais pas beaucoup, voire pas. Puisque le RGO, je vous ai dit, un matelas en plan incliné sera beaucoup plus efficace. Voilà pour les balancelles, les transats et les cocoons qui donc vous écrasent un peu le bébé et ne le laissent pas en motricité. Donc l'alternative, hein, c'est de le laisser au sol sur une surface agréable, pas froide, et de le laisser jouer voilà, comme il a envie et de découvrir ce qu'il a autour de lui avec un mobile au-dessus ou des choses comme ça. En quatrième, on a tout ce qui met assis l'enfant. Là, c'était allongé. Là, on va faire tout ce qui met en position assise l'enfant. Alors, j'ai vu des trucs, j'ai vu des chaises, des fauteuils et des canapés pour nourrissons. C'est des canapés pour nourrissons. Ils n'ont pas besoin d'être assis sans nous, ces enfants-là. Quand ils sont pas dans nos bras, ils ont besoin de se découvrir par eux-mêmes et pas d'être bloqués. Donc, s'il vous plaît, vous les laissez au sol et ils vont s'éclater. Vous allez leur créer des besoins à force de les mettre, des besoins dont ils n'ont pas besoin et qu'ils ne connaissent pas. Donc ils ne connaissent pas le plaisir intense d'être assis. Voilà, ils seront parfaitement ravis d'y arriver par eux-mêmes et d'arriver à faire comme vous, mais en prenant le temps. Voilà, donc ça vous paraît être super chouette et machin, et en fait non, ces objets-là ne les respectent pas. Ça respecte pas leurs besoins primaires. Donc le besoin primaire, c'est d'apprendre à se mouvoir par lui-même pour le bébé, d'être autonome dans sa motricité. Donc ça, c'était le quatrième. Le cinquième, les parcs souples ou durs. Alors, ouais, je sais qu'il y en a qui ont des animaux dans la maison et c'est compliqué, mais on peut marquer le coin du bébé par autre chose qu'un parc. Un parc, il y a des barreaux et ça gêne la vue du bébé quand il regarde au loin et ça peut lui donner l'impression de m'y voir malin au début, d'être dans une bulle et d'être sans personne. Donc il peut avoir cette impression-là d'être ailleurs que dans la même pièce que vous, il vous verra pas. Donc ça va lui limiter sa vision. C'est un petit peu dommage. Et en plus, quand il sera en capacité de bouger, donc c'est très, on parle de choses qui vont durer quelques mois, quoi. Donc et là, alors j'ai oublié de vous donner les prix. Là, les chaises dont j'ai parlé pour les nourrissons, là, les canapés, ça va de 20 à 50 € à peu près. Je pense qu'on peut en avoir plus. J'ai pas poussé les recherches plus loin. La balancelle électrique, les transats et les cocoons, ça va de 34 à 300 €. 34 € à 300 € selon comment est l'objet. Donc les chaises et les canapés
poupées, je vous ai dit, et les parcs, c'est de 45 à 155 euros. Je pense qu'on peut trouver toujours plus pour ces objets-là. Et donc, c'est des objets qui vont vous servir quelques mois. Est-ce que c'est vraiment utile en sachant qu'ils bloquent votre enfant dans sa motricité et dans l'apprentissage de l'autonomie? Vous avez envie que votre enfant joue seul et ne vous réclame pas constamment. Donc, on met un frein et on arrête d'acheter ce genre de choses. Après, vous faites comme vous voulez, c'est mon avis. Vous avez le droit de pas être d'accord, vous avez le droit de me mettre des commentaires en dessous. D'accord, pas d'accord, enfin voilà. Moi, je vous explique pourquoi. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas aussi à me mettre d'autres commentaires. Donc, je disais les parcs souples ou durs. Les souples, c'est en général les lits parapluies. Ça n'est pas un parc de jeux, un lit parapluie. Donc voilà. Si vous voulez isoler les enfants des autres, il faut vraiment délimiter par. Ça peut être des traversins, ça peut être des petits coussins de motricité qui sont cubiques et qui peuvent très bien délimiter ou un peu arrondis et que l'enfant va pouvoir utiliser pour prendre appui après pendant son développement, pendant l'acquisition de sa marche. Donc, il va pouvoir avoir des supports de différentes hauteurs pour pouvoir apprendre à se redresser. Ensuite, on a le lit. Le lit, c'est un petit peu pareil que le transat. Alors le lit, moi je suis donc physio-éducatrice et donc avec une base montessorienne, épiclérienne. Donc pour moi, le lit, il n'a aucune utilité. Et puis j'ai pratiqué le cododo pendant des années. Le lit à barreaux, notamment, n'a aucune utilité pour les enfants. Matelas au sol, c'est très bien. Et cododo, quoi. C'est tellement plus pratique. Après, j'ai aussi si vous n'êtes pas en cododo et que vous voulez respecter ça, il y a possibilité aussi, et sans lit forcément, de pratiquer le cododo, de faire dormir votre enfant sans faire du cododo. Donc ça, c'est aussi dans mes formations. N'hésitez pas. Et en dehors des formations, il y a de l'accompagnement. Et donc, on en est au lit. Donc ça, c'était le 6e objet qui est assez, pour moi, inutile totalement, de 40 à 600 euros quand même. Donc, faut le faire pour aller mettre 600 euros dans un lit, même évolutif. Ça fait quand même pas mal d'argent dépensé et qui vont potentiellement vous compliquer la vie. Donc, moi, c'était cododo, sinon rien. Après, le 7e, on a les chaussons de naissance. Les chaussons ne servent à rien à un nouveau-né. À moins que vous alliez dehors et que, voilà, en général, il y a la combinaison qui englobe les pieds et du coup, il n'y a absolument pas besoin de mettre des chaussons ou des chaussures à un nourrisson. Moi, je privilégierais ça plutôt que de mettre des chaussons et un anorak ou quoi que ce soit. C'est nettement plus pratique d'avoir une combinaison qui enveloppe les pieds de l'enfant plutôt que de lui mettre des petits chaussons qui vont servir qui vont pas servir puisque de toute façon l'enfant ne marche pas. Donc il n'en a pas besoin et bien au contraire, ça va le freiner encore une fois dans sa motricité avec, je vais essayer de vous mettre un petit gif là, en fait l'enfant va glisser s'il a des chaussettes ou des chaussons ou des chaussures, il n'aura pas la préhension nécessaire, il va glisser plutôt que d'avoir un agrippement au sol naturel avec la peau. Parce que la peau est un peu humide, elle a des aspérités et du coup elle permet d'accrocher mieux au sol que une chaussure ou quoi. Et en plus ça lui renvoie de l'information. Donc je vous renvoie là aussi à ma vidéo sur les petits pieds qui sont indispensables. J'ai fait une vidéo sur l'importance des pieds dès la petite enfance. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. C'est sur la chaîne, hein, donc vous le trouverez facilement. Et donc, ces petits chaussons, ça fait quand même un petit coup. Ça va de 9 à 30 euros. 30 euros pour quelque chose de totalement inutile. C'est juste, ça fait mignon. Ok. C'est vrai que c'est super chou, ces petites chaussures. C'est super mignon. Mais ça ne sert à rien et ça contraint le pied plus qu'autre chose. Donc, voilà. Alors, on va en arriver à quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Oui. Porte-bébé, aide à la marche, ça sert strictement à rien.
c'est pire que mieux. Votre bébé n'a pas besoin d'un truc qui l'aide à la marche. Soit il prend votre doigt en bas et il se maintient avec lui-même, soit c'est qu'il n'est pas prêt. Donc on évite ça aussi. Et pareil pour le sautoir de porte, en fait, tout ce qui permet à bébé, encore une fois, c'est un petit peu comme le Yupala si vous voulez, d'être maintenu debout, mais là de manière en bougeant quoi, en fait, vraiment en mouvement. Enfin, le Yupala aussi c'est en mouvement, mais en mouvement de haut en bas. Il y a des rebonds. Donc il y a le sautoir de porte, ça c'est à fuir absolument, parce que ça ne respecte en rien le dos, la nuque, le cerveau. Il peut y avoir des secousses assez fortes dans le sautoir de porte. Donc l'enfant peut être amené à avoir, il maintient sa tête, mais il n'a pas les muscles assez forts pour la maintenir longtemps sa tête. Donc c'est pour ça que le Yupala et tout ça, il faut éviter vraiment. Donc ça, ces petites choses-là horribles. Donc le porte-bébé, le porte-bébé aide à la marche. Donc en fait, c'est un harnais avec une espèce de lesque et vous allez en fait vous faire mal au dos aussi, puisqu'il va falloir tenir bébé en hauteur au lieu de tout simplement lui donner la main pour qu'il s'agrippe à vos jambes pour qu'il arrive à se hisser. Parce que oui, il va avoir besoin de s'agripper à des choses pour se remettre debout. Mais ça n'est pas nécessaire, cette chose-là. Donc ça, le porte-bébé d'aide à la marche, c'est 7 à 15 € et le sautoir de porte, c'est de 40 à 70 € pour un truc dangereux et totalement inutile. Oui, votre bébé va rire. Ah oui, il va rire. Mais vous allez moins rire quand il va développer des troubles de l'apprentissage et qu'à l'école, ça n'ira pas du tout. Je sais pas ce que vous préférez. Moi, je préfère l'occuper autrement quand il est petit, plutôt que de me retrouver avec des troubles de l'apprentissage. Voilà, donc c'est aussi quelque chose que j'ai expérimenté et troubles de l'apprentissage, je connais aussi. Et pour ne pas avoir été informée à l'avance de la dangerosité de ces éléments. Ça ne veut pas dire que tous les enfants vont en développer, hein, tous ceux qui seront dans ces objets-là, mais qui vont en profiter. Mais ça veut juste dire qu'il faut faire attention à ce qu'on fait avec nos enfants, que ça n'est pas utile. Et que si vous avez peu d'argent, c'est pas la peine de l'utiliser là-dedans. Vous avez bien d'autres choses pour les occuper et de bien meilleure qualité, vraiment optimum. Après, on va passer, oui, forcément, aux porte-bébés non physiologiques, parce qu'il y en a. Donc, je vais vous dire tout simplement où les trouver, ces porte-bébés physiologiques. C'est dans tous les magasins de grande distribution. Tous les magasins de grande distribution distribuent en général des... je ne vais pas citer les marques, j'ai pas envie de faire de pub, mais même les magasins de grande distribution axés sur la puériculture, on est bien d'accord là-dessus. Donc ça va être des porte-bébés qui vont pas tenir, soit qui vont pas tenir dans le temps, même s'ils sont physiologiques, ils seront pas assez pratiques du coup, et ils peuvent induire des problèmes de dos pour vous et des refus d'être portés pour votre enfant. Donc si votre enfant refuse d'être porté, c'est peut-être pas qu'il aime pas ça, c'est juste qu'il aime pas être pris comme ça, être porté comme ça. Donc informez-vous, allez voir dans ma mini formation qu'est-ce que vous pourriez utiliser le mieux et les adresses où les trouver aussi. Ça, c'est important d'avoir des bonnes adresses. Donc voilà, par mon biais vous en trouverez des bonnes adresses. Après, donc oui, les porte-bébés non physio, hein, on a tous les prix, hein, de toute façon, ça va de 24 à peu près 200 €, mais il y en a plus. Je voulais, oui, revenir dessus. J'inclus dans les porte-bébés non physio les porte-bébés sportifs de randonnée. Ils ne sont pas du tout physiologiques, mais pas du tout. Donc, vous risquez de vous faire très mal au dos en les portant, et c'est pour ça qu'en général, on ne voit que les papas porter avec ces porte-bébés-là, parce que eux, ils ont une musculature qui fait qu'ils sont plus à même de porter comme ça. Mais on peut porter dans le dos de manière très simple, de manière longue et durable dans le temps, je vais dire. Donc, moi, j'ai porté mes enfants jusqu'à 6 ans. Alors, c'était pas 3 heures par jour, je suis d'accord, ça a évolué dans le temps, mais s'il fallait les porter 1 heure, j'étais capable de le faire parce que le porte-bébé était physiologique et qui me permettait de supporter ce poids facilement au niveau de mes épaules, au niveau de mon dos, et Dieu sait que j'ai des problèmes de dos, et en portant mes bébés, j'en avais plus.
Voilà, donc les porte-bébés non physio, on fait bien attention et en général, c'est les marques les plus connues qui sont non physio. Donc, après, j'ai en dernier, non, avant-dernier lieu, donc j'ai 11 articles de puériculture là que je défile dans le côté occupation. Il y en aura une dizaine d'autres pour les soins. Donc c'est la turbulette. Alors, il y en a des super. Moi, je me suis servi quasiment que de ça. Et puis, en fait, j'ai compris quand mon enfant commençait à se mouvoir que l'idéal, en fait, c'était des surpyjamas au final. Donc, un surpyjama, ça a une entrejambe, on met les pieds de bébé dedans, avec ou sans pied d'ailleurs, hein, c'est soit pieds nus, soit pas. Et pareil, on met, voilà, il y a les bras et on risque pas de voir l'enfant, vous voyez là, comme si c'était le truc de la turbulette, se noyer dedans, quoi. Donc il faut vraiment faire à ça à l'ouverture, que votre bébé ne soit pas, que la turbulette ne soit pas trop grande. Donc ça, il faut y faire attention, parce que ça peut être dangereux. Il y a des risques d'étouffement apparemment. Et en plus, au niveau moteur, ça va pas l'aider. Donc, si vous voulez qu'il rattrape sa totote de lui-même, qu'il puisse bouger dans son lit de lui-même, eh ben, c'est important. Et pas s'énerver dès qu'il se réveille. Enfin, voilà. Donc, surtout si vous avez un lit à barreaux. Voilà. Donc ça, c'était la turbulette. Donc elle va de 15 à 65 €. Je pense qu'on peut en trouver des bien plus chers. Hein, ça dépend des marques. Mais voilà, c'est les prix moyens. Et puis enfin, j'ai mis la baignoire. Alors c'est bien, ça va faire le lien entre les soins et les occupations. La baignoire, c'est vrai que ça peut être un article qui va nous permettre de faire piscine en fait. Donc c'est utile et pas utile. Il y a des choses beaucoup plus pratiques pour donner le bain à un bébé, notamment pour l'aider à se sentir bien dans l'eau quand on l'y met. Voilà, qu'ils ne se sentent pas perdus, qu'ils se sentent bien regroupés. Donc voilà, donc il y a les seaux qui font office de baignoire. Donc c'est des seaux faits pour le bain des bébés. Mais sinon vous pouvez prendre un seau, mais ils sont un petit peu moins solides, je pense, et moins stables. Les seaux pour le bain, ils sont plus faits pour ça, quoi. Donc voilà, et ces baignoires, elles coûtent entre 7 et 100 € quand même. Donc vous allez vous en servir quelques mois à peine, pour pas dépenser trop d'eau. Moi, au début aussi, je baignais mes bébés dans le lavabo ou dans l'évier. C'est tout bête. Alors après, il faut vraiment être là pour les accompagner pour pas qu'ils se cognent. Mais voilà, et je connaissais pas les seaux, j'y avais pas pensé. Et sinon, les baignoires, elles vous serviront pour faire pataugeoire, hein, sinon, mais voilà. Voilà pour ce qui est des articles d'occupation, comme je le disais. Et maintenant, on va passer, alors plus rapidement, je pense, aux articles de soins. Là, vraiment, tout simplement. Donc, il y en a un qui est totalement inutile et qui va vous stresser plus qu'autre chose. C'est le pèse-bébé. Le pèse-bébé, il coûte de 15 à 120 € et je pense qu'on peut monter dans les prix. Si vous voulez un professionnel, ça sert strictement à rien. Il faut valider que votre enfant va bien de manière visuelle. Il mouille ses couches, il fait caca de temps en temps, et quelqu'un qui m'a interrompu, j'arrive. Ouais, vous mangez sans moi. Désolée. Et bienvenue dans mon quotidien. Voilà, j'enregistre chez moi, tout le monde est là. Il est midi et donc voilà, il est 1h même. Donc je disais, le pèse-bébé, excusez-moi, je reviens à mes moutons. Le pèse-bébé totalement inutile, de 15 à 120. Donc oui, un bébé, comment on voit qu'il va bien? Il mouille ses couches, il a des selles régulières quand même, mais de temps en temps. Alors ça, faut voir avec votre pédiatre, parce que selon que vous l'allaitez ou vous lui donnez le biberon, c'est différent. Selon les âges, c'est différent aussi. Et après, c'est comment il réagit. Est-ce qu'il réagit? Est-ce qu'il a l'air actif? Ou voilà, est-ce qu'il est complètement HS? C'est vous, votre instinct, qui allez pouvoir voir ça. Même quand on allait, on n'a pas besoin de ça. On ne peut pas non plus tirer son lait, et donc on va y venir justement au tire-lait, pour voir si le bébé prend bien ou pour doser ce qu'il prend. Ça ne sert à rien.
Si vous voulez prendre le tire-lait pour doser ce que prend votre enfant, autant le mettre au sein, il prendra exactement ce dont il a besoin et vos seins vont travailler en ce sens pour lui donner exactement ce dont il a besoin. Et il y a des accompagnantes en lactation, je peux vous accompagner aussi, je suis formée à ça. Donc si vous avez besoin d'aide pour savoir si votre enfant il prend bien ou pas, il y a des personnes qui sont formées pour ça, votre pédiatre. Alors les pédiatres, des fois, ils sont mal formés. Demandez-leur s'ils sont vraiment formés en allaitement. C'est important, et vraiment bien formés. Sinon, c'est des consultantes en lactation qui sont au top. Donc les tire-laits. Je parlais des tire-laits. Il y a deux sortes de tire-laits. Donc les manuels sont entre 15 et 60 euros, les tire-laits électriques entre 270 et 1000 euros. Ce serait dommage de mettre vos sous là-dedans, alors que ça peut vous être prescrit et que du coup mettre les sous peut-être dans autre chose que ça. Un soin pour maman, un moment, je sais pas, alors je vais pas dire un week-end, mais ça peut être un resto, ça peut être voilà, ça peut être plein de choses qui vous permettront aussi de prendre du recul sur votre parentalité, de vous faire du bien aussi pendant ce temps-là, ou d'acheter un porte-bébé ou un cours de je ne sais quoi. Et voilà, donc ce serait vraiment dommage de mettre des sous dans quelque chose que vous pouvez avoir autrement et de manière aussi efficace. Parallèlement, moi je dirais que pour stimuler de manière efficace votre lactation, de manière à avoir vraiment assez de lait pour bébé jusqu'à la fin, que vous décidiez vous d'arrêter l'allaitement, c'est quand même de le mettre au sein régulièrement et le plus souvent possible. Moins vous allez le mettre, et il suffit d'une tétée en moins par jour, et ça peut engendrer des problèmes au niveau de la lactation et du coup de la durée dans le temps de votre allaitement. Alors c'est pas le cas pour toutes les mamans, donc il faut que vous preniez conseil auprès de quelqu'un qui est expert en allaitement, donc un conseiller en lactation, les pédiatres qui sont formés, encore une fois. On a l'impression que les pédiatres sont forcément formés, mais ils ne le sont pas autant que les conseillers en lactation, par exemple, ce qui est dommage. Donc voilà, donc le tire-lait, oui, mais voilà, c'est pas une obligation non plus. Ça dépend de l'utilisation que vous voulez en faire, toujours pareil. Ensuite, oui, donc le tire-lait, oui, ça peut être pour donner au lactarium aussi. Donc ça, pareil, hein, ordonnance, tout ça, vous n'avez pas besoin de mettre des sous là-dedans. Il n'y a aucun problème. En top 3 aussi, j'avais un truc, alors qui moi me semble totalement inutile, d'autant plus que je n'utilisais pas ces couches-là. Donc c'est pour les couches jetables. Donc si vous utilisez des couches jetables, on a le choix, hein, jetable, pas jetable, ok. Mais déjà c'est polluant les couches jetables. Si en plus vous utilisez une poubelle à couches, mais au secours, quoi. Je sais pas où va la planète, mais c'est assez faramineux. Donc sachez que la seule poubelle à couches va vous coûter entre 15 et 115 euros à peu près. Ça va dépendre des poubelles, hein, si c'est automatique, si c'est voilà, mécanique. Et il va falloir ajouter les sacs jetables pour la poubelle avec une dépense annuelle minimum. Si vous prenez des sacs de congélation, comme le disent certaines blogueuses, si vous prenez des sacs de congélation, ça va vous coûter quand même au moins 50 euros par an. C'est dommage quand même de mettre 50 euros dans des sacs qu'on jette. Hein. Et sinon, et dont on n'a pas besoin, puisqu'on pourrait les mettre dans les sacs, le sac poubelle de la poubelle de la salle de bain ou de la maison. Enfin voilà. Et sinon, il y a donc les sacs spécifiques à ces poubelles-là qui vont vous amener à un coût de 300 euros par an en moyenne, à peu près. Donc, c'est pas anodin cette poubelle à couches quand même, ne serait-ce que pour votre budget. Et ce qui est écologique, en général, est aussi économique. Donc, pensez-y. Non, vous n'allez pas avoir, vous videz la poubelle tous les soirs et comme ça, voilà. Vous pouvez mettre un couvercle sur la poubelle, ce qui évitera aux odeurs de sortir, et jeter votre poubelle tous les soirs avec le restant de vos déchets. Si vous jetez votre poubelle tous les soirs, et sinon toutes les semaines, il y a des moyens pour pas que ça sente. Et sinon, les couches lavables, c'est tellement aussi plus pour moi pratique.
Et voilà, ça, je l'ai pas mis dans mes top, voilà. C'est des choses qu'on peut aussi envisager, les couches lavables. Donc, il y aura besoin d'une couche, d'une poubelle à couches, mais là, on peut prendre une poubelle quelconque avec un petit peu d'eau et de l'huile essentielle dedans, et hop, ça sent bon, pas pour les couches jetables, mais pour les couches lavables. Ensuite, après cette poubelle à couches, voilà. Alors, je vais revenir à l'allaitement avec les bouts de sein. Les bouts de sein en silicone, c'est vraiment quand vous avez une hypersensibilité extrême, à savoir que ça s'entraîne aussi, cette sensibilité. Alors, je vais vous paraître un peu cru, mais mesdames, messieurs, vous pouvez voilà, pratiquer des choses marrantes entre adultes qui vont permettre à madame d'avoir les tétons un petit peu entraînés pour l'allaitement. Alors ouais, ça paraît un peu voilà, c'est drôle à dire comme ça, mais c'est aussi une possibilité. Donc et beaucoup plus naturel et beaucoup plus agréable que du jour au lendemain se retrouver avec un petit loulou qui tète bien fort le téton, et en général on a mal parce que l'enfant ne tète pas bien. Donc il y a des positions à prendre, donc là encore conseillère en lactation, pédiatre, les rencontres entre maman allaitante, la PMI, je sais pas, il y en a beaucoup qui pourront vous aider pour les postures d'allaitement. Donc n'hésitez pas à faire appel à toutes celles qui peuvent vous aider, dont je fais partie. Et ça vous évitera les bouts de sein en silicone qui en plus sont une barrière entre vous et votre bébé. Donc pour la lactation, c'est pas tip top non plus. Ça empêche au téton de être bien stimulé comme il faudrait par la bouche du bébé. Donc et il n'y a pas les échanges qui se font aussi avec la bouche du bébé qui est collée à notre téton. Donc c'est voilà, ça peut être utile, mais c'est pas le premier truc à acheter. S'il y en a besoin, votre mari ira l'acheter pendant que vous serez à la maternité, ou vous en aurez besoin que au bout d'une semaine ou deux. Ne l'achetez pas de suite, ça sert à rien. Ça se trouve, ça va être jeté. Donc c'est dommage d'acheter des choses qui, même si c'est pas cher, qui vont être inutiles. Donc là, c'est un truc qui est pas très cher, mais c'est tout petit, et voilà, c'est entre 6 et 9 euros pour deux embouts. Donc voilà, à vous de voir si c'est utile ou pas. Mais je trouve que quand on a envie de dépenser de manière utile, ça c'est pas judicieux. Ensuite, le stérilisateur. Donc, quand vous avez des biberons, vous pensez qu'un stérilisateur est utile. En fait, on s'est rendu compte que non. Maintenant, ça n'est plus du tout utile. En fait, un stérilisateur, d'ailleurs, est totalement inutile et peut devenir dangereux parce que on va mal laver les biberons. Et si on lave mal les biberons, s'il y a des restes de lait au fond, eh bien on risque d'avoir plus de problèmes que même s'il a été stérilisé. En fait, les bactéries, elles vont être dedans, elles vont être restées dans les parties mal lavées. Donc il faut qu'un biberon soit bien lavé. Un bébé n'est pas un être stérile, il vit dans un environnement plein de bactéries. On est recouvert entièrement. Quand je vous parle, j'en ai dans la bouche, sur les dents, sur la peau, partout, ça ne se voit pas. C'est un microbiote qui est il y a des milliards de bactéries sur chacun de nos corps. On voit bien en ce moment avec le Covid aussi, alors là c'est plus un virus, mais voilà, on l'a partout, on est blindé de bactéries quand il y a ça y est, j'ai mangé le nom de la maladie. Quand on a les gastro, et c'est que les gens en général se sont mal lavé les mains et ont mis les mains au niveau des parties en général génitales, et que c'est mal lavé. Donc voilà, enfin voilà, et c'est assez mal lavé, et on se transmet des bactéries qui sont pas les nôtres, et ça nous rend malades. Donc c'est un petit peu dommage d'en arriver là. Lavons-nous les mains, lavons-nous les mains, et lavons bien les stérilisateurs, n'importe quoi, les biberons, et faites-les sécher plutôt que de les essuyer. Il faut le moins possible essuyer, puisque sur les tissus peuvent être souillés, et donc remettre de la souillure sur
les biberons ou ce que vous allez essuyer. Il vaut mieux laisser sécher à l'air libre. Donc certaines blogueuses justement ont mis que les séchoirs à biberons étaient inutiles. Moi je trouve qu'avoir tous les biberons sur son propre égouttoir est terriblement embêtant, puisque quand on a une casserole à mettre, bah, il n'y a plus de place puisque il y a les biberons. Donc moi j'ai fait les deux, hein. J'ai allaité et j'ai biberonné, puisque bah, j'ai eu un bel échec à mon premier, et donc je connais les deux, et ben, j'ai préféré avoir un sèche biberon pour me dégager de la place au niveau des choses que je lavais à la main, et pas avoir les biberons dessus. Donc, en ça, je trouve ça pas mal, et en plus c'est vraiment droit, donc le biberon va vraiment très bien sécher. Il va pas y avoir de partie où ça va rester et calcérisé là dans un recoin du biberon. Donc là, ça sera vraiment bien sec comme il faut. Donc voilà, donc les stérilisateurs, eux, ils sont entre 12 €, c'est ceux qui sont au micro-ondes, et au moins 100 €, on trouve toujours plus. Donc là aussi, hein, et puis ça prend de la place en plus, donc moi je préfère un égouttoir et pas de stérilisateur. Et le stérilisateur, vraiment, il sert à rien. C'est une idée, une vue de l'esprit. Vous nettoyez bien votre biberon, les bagues et la tétine, et tout ira bien, quoi. Donc voilà, ne vous inquiétez pas là-dessus. Après, il y a les coussins anti-tête plate. Alors, j'en ai jamais eu besoin. Mes enfants n'ont jamais eu la tête plate. La première n'a pas été portée, mais par contre, elle a fortement été voilà, je la portais quand même pas mal à bras. Et en fait, l'effet tête plate, c'est souvent ça, c'est qu'on laisse beaucoup les bébés au sol, sur un support en fait. Donc tous les supports que j'ai vus avec vous tout à l'heure avant, bah, c'est des supports qui vont fabriquer la tête plate de bébé. Si vous le laissez sur un support dans lequel en plus il peut pas bouger, dites-vous bien qu'il va rester tout le temps appuyé au même endroit. Donc bah, il va faire une tonsure. Alors ça, quasiment tous les bébés la font. Et après, il risque d'avoir le crâne, il est assez mou, hein, au début de leur vie. Les bébés ont un crâne qui est assez mobile, donc forcément il va prendre la forme sur laquelle il est le plus souvent. Alors que si on le prend souvent dans les bras, dans le porte-bébé et compagnie, il n'y aura pas besoin de tout ça, vraiment pas. Et ça, c'est encore un coût alors là, je me trompais de ligne, de 20 à peu près 30 €. Là aussi, c'est dommage. 20 à 30 € de fichu en l'air pour un truc qui va vous servir 3 mois à peine, puisque normalement, à partir du 4e mois, il commence à aller sur les côtés, à rouler sur les côtés. Donc voilà, ça peut faire très mignon, mais non, c'est pas du tout utile. Ensuite, on va revenir à l'alimentation. On a le robot cuiseur. Alors j'ai mis n'importe comment, hein, les numérotations, je sais pas, je les ai pas réfléchi très longtemps. Donc le robot cuiseur et mixeur pour bébé. Alors oui, ça peut paraître bien, mais mesdames, si vous aimez cuisiner, et ben autant vous acheter un vrai robot qui va durer dans le temps et qui va vous permettre de cuisiner pour toute la famille plutôt que uniquement pour bébé. Comme ça, vous allez amortir ce coût, parce que c'est un coût hein, quand même de robot cuiseur mixeur là, c'est un sacré coût. Mais autant en avoir un qui tienne la route un petit moment et puis qui permette de faire pour tout le monde quoi. Pourquoi acheter que pour bébé? C'est dommage. Après, à vous de voir, c'est entre 34 € et 200 € à peu près. Je pense aussi qu'on peut voir tous les prix, mais c'est ce que j'ai répertorié, entre 34 et 200 € approximativement. Et puis on a, alors là, un truc, écoutez, je vois pas à quoi ça sert. Vraiment, je vois pas. Et l'intérêt, je sais pas, à moins que vous soyez handicapé, et encore, non, je ne vois même pas, parce que même pour ça, il faut une main valide. Donc, je ne comprends pas l'intérêt de ce truc-là. C'est un préparateur de biberon. Alors, on a le préparateur... ah oui, non, je pensais au mélangeur, mais... Préparateur de biberon, donc je l'ai vu à 123 €. Donc, sinon, c'est le truc qui vous met... qui vous fait tout. Donc, apparemment, il vous met la poudre, il vous mélange, et il vous met l'eau, il vous fait tout. Donc excusez-moi, mais je vois vraiment pas l'intérêt, c'est vraiment pas très compliqué, vous pouvez à la limite même les préparer peut-être à l'avance. Il doit y avoir, alors je me rappelle
rappelle plus le nombre de biberons qu'il y a, puisque moi j'ai pas mal allaité quand même. Mais bon, allez, on va dire 8 biberons maxi. Et quand je dis 8 biberons, je suis sûre que je me plante. Et vous les préparez à l'avance, vous en préparez 3 à l'avance, quelques-uns qui sont au frigo peut-être. Enfin, voilà, et puis la poudre, elle peut être préparée à l'avance. Donc voilà, après, suffit de s'organiser un tout petit peu, comme je le disais tout à l'heure. De l'habitude naît le gain de temps, donc essayez de jouer là-dessus. Vous allez voir, ça va être rien plutôt que de perdre 123 € dans un truc dont vous aurez besoin même pas un an. Voilà, et que vous aurez du mal à revendre, je pense. Et après, donc le top du top, complètement inutile, c'est le mélangeur de biberons. Là, le mélangeur de biberons, c'est celui-là auquel je pensais juste avant. Là, le mélangeur de biberons, je ne vois pas l'intérêt. Alors, quand j'ai regardé ce que c'était, parce qu'au début, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, j'ai vu que c'était quelque chose comme pour préparer les cocktails. Donc, vous le mettez et ça fait émulsionner, en fait, le biberon, ça l'émulsionne. Donc, je vois pas trop l'intérêt parce que les poudres de lait, elles sont assez solubles quand même, c'est fait pour ça. Donc voilà, hein, vous apprenez à faire un biberon, hein, et puis et puis c'est tout. Et puis ça prend quelques secondes à peine. Donc quel est l'intérêt d'aller mettre entre 7 et 25 € là-dedans, avec des piles à mettre en plus? Je sais pas. Et il y a vraiment de tous les prix. Ça prend de la place aussi à la maison. Donc à moins que vous l'ayez déjà pour les cocktails et que ça vous aide vraiment. Voilà. Mais quand on sait bien faire un biberon, il n'y a pas de grumeaux. Faut le faire tranquille, quoi. Hein, il faut le faire étape par étape et ça devrait bien se passer. Eh bien, j'ai fait le tour pour tous les produits. J'aurais pu en trouver d'autres, hein, je pense encore. Tous les produits que j'ai répertoriés là-dedans. Donc voilà, je vais vous remettre en dessous tous les liens dont j'ai parlé au cours de cette vidéo pour que vous puissiez aller vers ceux qui vous plaît le plus, et si vous avez envie de plus d'informations sur certains sujets. Sachez que vous pouvez me contacter aussi directement par le biais de mon site. Donc dans la partie contact, pour voir avec moi si vous voulez un accompagnement, si vous avez besoin d'une formation ou autre. Vous allez voir sur mon site, il y a plein de choses qui peuvent vous correspondre, notamment au tout début de vie de votre bébé. J'ai plein de choses à proposer et qui vous faciliteront la vie. Vous allez voir que vous allez faire de belles économies à mettre dans des choses plus utiles qui pourront mieux vous aider au quotidien et de manière durable dans l'éducation de votre enfant pour qu'il évolue dans un milieu qui lui soit agréable et qui puisse le rendre heureux, et donc dans lequel il puisse grandir de manière saine pour faire un adulte stable et bien dans sa peau. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc le mieux c'est d'expérimenter, vous avez le droit d'avoir vos avis, il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous avez des avis contraires, je serais ravie de partager avec vous aussi les contradictions, voilà, et de voir aussi sous un autre angle vos points de vue. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien, au revoir.